Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Les petits pas de la paix au Soudan, où la signature d'un accord entre le Conseil militaire de transition et l'alliance d'opposition était à l'ordre du jour ce mercredi. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons des violences interethniques au Mali qui poussent de plus en plus de personnes à fuir le centre du pays. Fin de mission pour Kim Darroch, l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis a annoncé sa démission. Le ton montait depuis plusieurs jours entre lui et Donald Trump. Bonsoir. Après des semaines d'un bras de fer politique, le Conseil militaire transitoire soudanais et l'alliance d'opposition se sont entendus à travers un accord sur la mise en place de l'instance qui doit diriger la période de transition à venir. Depuis le mois de décembre dernier, le Soudan a connu une vague de manifestations contre la détérioration de la situation économique et la hausse des prix des produits de première nécessité. Au terme de 4 mois de manifestations antigouvernementales, l'armée soudanaise s'est emparée du pouvoir le 11 avril. Plus de détails avec Blanche Sano. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan, présidé par le général Abdel Fattah al-Burhan et une coalition de groupes d'opposition et de protestation ont convenu le vendredi 5 juillet de partager le pouvoir pendant 3 ans. Les deux partis se sont mis d'accord sur l'instauration d'un conseil souverain avec une alternance entre les militaires et les civils. Nous voudrions rassurer toutes les forces politiques, les personnes qui ont pris part au mouvement armé et tous les jeunes hommes et femmes qui ont participé au changement que cet accord sera un accord global, n'excluant personne. Il répond à toutes les aspirations du peuple soudanais et sa révolution triomphante. Cet accord ouvre la voie à la création d'institutions de l'autorité de transition qui exécuteront des programmes de réforme dans les domaines politiques, économiques et sociaux. L'une des premières priorités de ce gouvernement sera de se concentrer sur la cause de la paix. L'Union africaine et l'Éthiopie ont joué le rôle de médiateur entre les deux parties. L'Internet qui avait été coupé après une dispersion musclée des sittings devant le quartier général de l'armée a finalement été restauré hier suite à une décision judiciaire. L'accord signé devrait raviver les espoirs d'une transition pacifique du pouvoir dans un pays en proie à des conflits internes et à des années de crise économique qui ont contribué au renversement d'Omar el-Béchir. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé ce mercredi le soutien de l'institution militaire au président Abdelkader Ben Salah, dont l'intérim aurait dû s'achever mardi selon la Constitution, mais qui reste à la tête de l'État en l'absence d'élection présidentielle. Le dernier message du chef de l'État constitue une approche raisonnable et sensée pour sortir le pays de sa crise, a souligné le général Gaïd Salah dans un discours prononcé lors d'une cérémonie officielle et retranscrit par le ministère de la Défense. Le général a réitéré le souhait de l'armée de la tenue d'une présidentielle dans les plus brefs délais à travers l'adoption de la voie du dialogue national. En République démocratique du Congo, l'ONU demande la libération immédiate de femmes et d'enfants encore retenus contre leur gré par la milice Kamwina Nsapu. C'est ce qui ressort du rapport sur les exactions dans le Kasaï présenté par des experts onusiens au Conseil des droits de l'homme mardi à Genève. Les violences au Kasaï, région du centre de la RDC, ont éclaté après la mort du chef coutumier Kamwina Nsapu, tué le 12 août 2016 par les forces de sécurité sous l'ex-président Joseph Kabila. Et les affrontements entre les agents de l'État et différentes milices actives sur place ont fait au moins 3000 morts et déplacé des centaines de milliers de civils dans les années 2016 et 2017. L'ONU craint que l'impunité dont semblent bénéficier les auteurs des abus ne menace la paix fragile au Kasaï depuis l'investiture le 24 janvier 2019 du président Félix Tshisekedi
dont la famille est originaire de la région. Au Mali, les violences interethniques au centre du pays, déjà minées par la présence des militants djihadistes, poussent de plus en plus de personnes à fuir pour trouver refuge dans des camps proches de la capitale Bamako. Partis dans l'urgence et la détresse, ces déplacés venus les mains vides s'installent dans des abris de fortune, poussant le long des routes reliant Bamako à Sénou. Dili Diko fait état de la situation. L'escalade de la violence intercommunautaire et les attaques successives au centre du Mali ont poussé un nombre sans précédent de personnes à fuir vers la capitale. La famille Bari a déclaré avoir dû déménager 4 fois avant de s'installer à Sénou, en périphérie de Bamako. Les Donzos sont arrivés dans notre village. Ils n'ont pas attaqué le village, mais ils ont emporté tout notre bétail. J'ai donc décidé de quitter le village avec ma famille pour aller à Kanadari. Nous n'y étions restés que quelques mois lorsqu'une autre attaque de Donzo a eu lieu. Nous sommes allés à Somadougou. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré ne pas avoir vu autant de personnes déplacées depuis le soulèvement islamiste dans le nord du Mali en 2012. Entre mai 2018 et 2019, on a vu que les chiffres des déplacés dans le centre ont quadruplé. Et ça veut dire en mai 2018, on a eu 18 000 personnes qui étaient déplacées. Aujourd'hui, on a presque 70 000. Au niveau national, on a un pic de plus que 120 000 personnes déplacées internes. En fait, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu il y a plusieurs années après les événements en 2012. Ça veut dire que nous sommes en fait en détérioration énorme et ça veut dire avec une augmentation inattendue ce qui concerne les déplacements. Le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta s'est engagé à désarmer les milices, mais les autorités ne parviennent pas à le faire. La communauté internationale demande 2,4 milliards de dollars pour venir en aide à 15,3 millions de personnes au Sahel cette année. Mais en juin, moins du quart des fonds avaient été reçus. Ce qui concerne. Ici aux États-Unis, l'ambassadeur britannique Kim Darroch a annoncé sa démission aujourd'hui, alors que le ton montait depuis plusieurs jours avec Donald Trump. À l'origine de l'embrouille, la publication dans la presse de notes diplomatiques peu flatteuses à l'égard du locataire de la Maison-Blanche, Salwa Jafari. Voici la tirade du président américain sur Twitter qui a poussé le diplomate britannique à la démission. Donald Trump l'y traite de farfelu, stupide. Et voici les adjectifs employés par l'ambassadeur pour qualifier le chef de l'exécutif américain: incapable, incompétent. Des échanges qui ont eu raison de Kim Darroch. Le haut fonctionnaire a déclaré dans sa lettre de démission que la situation actuelle l'empêchait de remplir son rôle comme il le souhaiterait. La première ministre britannique Theresa May, qui a soutenu son ambassadeur, a déclaré qu'elle regrettait le besoin de démissionner. Un bon gouvernement dépend de la capacité des fonctionnaires à donner des conseils complets et francs. Je veux que tous nos fonctionnaires aient la confiance nécessaire pour pouvoir le faire. Sachant que Theresa May est sur le départ, beaucoup sont ceux qui accusent son potentiel remplaçant, Boris Johnson, d'avoir accéléré ses démissions, puisque ce dernier avait refusé de confirmer que Darroch resterait à Washington s'il devenait Premier ministre. Il est vital que notre fonction publique ne soit pas politisée par les ministres qui divulguent ce qu'ils disent. Quiconque a divulgué cela mérite d'être éviscéré. Une position aux allures opportunistes qu'il a vite fini par changer. Darroch est un excellent diplomate et j'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années.
Kim Darroch, 65 ans, est l'un des diplomates britanniques les plus expérimentés, avec une carrière longue de 42 ans. Il était arrivé en poste à Washington en janvier 2016, avant la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Londres a ouvert une enquête sur cette affaire pour déterminer l'origine de la fuite. Et pour discuter de cette actualité, accueillons Jean-Claude Nzamba, analyste politique. Vous êtes à Washington. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, John. Alors, Kim Darroch, l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, a finalement démissionné, on le disait tantôt. Le torchon brûlait depuis plusieurs jours entre lui et Donald Trump. Votre analyse de cette situation? Les câbles dont on parle, les câbles diplomatiques, datent de 2017. Je soupçonne qu'à l'origine de cette information seraient peut-être certaines personnes au niveau des services secrets américains. Donc à la fin, je dirais que Donald Trump a eu raison de son homologue diplomate. Ce qui est clair, c'est que Boris Johnson, qui veut une meilleure relation avec Donald Trump, n'a pas voulu soutenir son ambassadeur. Et même si Theresa May et son gouvernement ont vraiment donné leur support au niveau de sœur ambassadeur, je pense qu'il a bien fait de démissionner et nous attendons la suite. À l'origine de cette démission, Kim Darroch Kim Darroch avait sévèrement critiqué M. Trump dans des câbles diplomatiques, vous le disiez tantôt, qui ont fuité. Il avait alors qualifié le président américain d'instable et d'incompétent. Et est-ce que c'est pas fort comme propos à l'endroit d'un président? Et est-ce que c'est ce que les diplomates pensent du président américain? Comme l'a dit la Première ministre, Mme Theresa May, tout pays, en fait, compte sur leurs diplomates pour leur dire la vérité. Je pense que Sir Darroch est peut-être allé un peu trop loin dans ce qu'il a dit. Il n'est pas incompétent parce qu'à la fin de la journée, M. Trump a été élu par les Américains. Les institutions américaines sont assez fortes pour pouvoir faire en sorte que le pays ne bascule pas d'une façon ou d'une autre. Donc, quelque part, je pense que les mots utilisés ont été un peu trop forts. Ici, on parle d'une institution qui est le président, qui ne travaille pas seul. Mais je pense que M. Darroch a également donné son opinion personnelle. Alors, Donald Trump fait également face, il faut le dire, aux critiques des joueuses de l'équipe nationale féminine de football et notamment de sa capitaine. Ces joueuses qui ont d'ailleurs décidé de ne pas aller à la Maison-Blanche. Elles ont toutefois eu droit à une parade aujourd'hui à New York. Et elles ont remis au goût du jour cette question de l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Il faut dire déjà que recevoir des sportifs ou des célébrités à la Maison-Blanche date du 17e président américain, Andrew Johnson. Et ce n'est pas la première fois. Beaucoup utilisent ce canal-là pour soit exercer leurs droits civiques, en disant en tant que citoyen américain, j'exprime ma liberté d'expression à ne pas aller à la Maison-Blanche. On a eu le cas avec Michael Jordan, avec le président Bush, qui a préféré, après la victoire en 91 des Bulls, a préféré passer le temps avec sa famille. Également avec le président Obama, nous avons eu des personnes comme Matt Birk des Ravens Baltimore après avoir gagné le Super Bowl, qui n'a pas voulu aller rencontrer Obama à la Maison-Blanche en disant qu'Obama supportait l'avortement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les choses sont plus médiatisées. Et vous pensez que sur la question des salaires, de l'égalité des salaires, les choses pourraient s'améliorer dans l'avenir? C'est déjà un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que surtout les présidents et parfois même quand on regarde dans plusieurs pays du monde, ce problème existe au niveau de l'avancement des femmes dans des postes de responsabilité, au niveau des salaires avec une même formation, une même éducation. On se rend compte que même aux États-Unis, les femmes n'arrivent pas à avoir cette égalité. Je pense qu'avec un congrès aujourd'hui qui fait avancer pas mal de dossiers, il serait possible de voir des changements, mais ça prendra du temps. Tout à fait. Jean-Claude Nzamba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Aujourd'hui sur VO Afrique, au sommaire. Des habits neufs pour l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Nous irons sur place avec Max Roland, notre correspondant. Au Nigeria, son style tout particulier rend exceptionnel les multiples œuvres qu'elle réalise. Découverte d'une jeune artiste autodidacte. Et puis en sport, les Béninois y ont cru, mais ils ne seront pas en demi-finale de la CAN. Les écureuils ont été sortis par le Sénégal. Le tout nouvel hôpital Félix Houphouët-Boigny a été inauguré récemment dans la commune d'Abobo en présence de plusieurs personnalités politiques ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a pour objectif sur 2 ans l'ouverture de 8 hôpitaux de référence, un des socles de la politique sociale promue par le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que ces nouveaux établissements vont apporter aux habitants? Élément de réponse avec notre correspondant Max Roland. Abobo est la commune la plus peuplée d'Abidjan. Paradoxalement, c'est aussi l'une des plus délaissées. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'y remédier en mettant sur pied un plan d'urgence visant à réhabiliter les principaux centres hospitaliers de la dite commune. Il aura fallu 13 mois pour que l'entreprise ivoirienne Snedaï, chef de file du groupement Média Afrique Elsmed Siemens, en relation avec les services de l'État, puisse mener cette opération de restauration de l'hôpital Houphouët-Boigny à Abobo Nord, qui manquait de matériel de pointe et dont l'enseigne était vétuste. Nous sommes dans un nouvel établissement, on va dire, flambant neuf. Avec tout ce que je vois, je pense que la qualité des services sera impeccable. L'hôpital général d'Abobo Nord est en phase avec les avancées de la technologie grâce à un équipement de dernière génération et dispose désormais d'un scanner, d'un laboratoire, d'appareils de radiologie numérique, mobile et fixe, d'unités complètes d'ophtalmologie, d'audiométrie et d'ORL, mais aussi d'une pouponnière. Des femmes se sont même mobilisées pour nettoyer les alentours. De temps en temps, quand je passe, je vois notre hôpital, hôpital Houphouët-Boigny. Vraiment, autour de l'hôpital, je vois beaucoup des ordures ménagères. Vraiment, ça me faisait vraiment brûler le cœur. Et je suis revenue vers mes femmes pour leur dire, tiens, il faudrait que nous partons aider ceux qui sont venus réhabiliter l'hôpital Houphouët-Boigny. En tout cas, les salles sont vraiment équipées. Les salles sont équipées. C'est pour dire à mes sœurs qui vont aller demain se faire soigner, qu'on puisse prendre soin de ces équipements-là. L'ouverture au public est imminente. Le but, disent les responsables, c'est une santé publique au service de tous et accessible à tous. Allons au Bénin pour parler non pas de foot, pour l'instant, du moins, de ces 3 jeunes universitaires passionnés de la technologie, cofondateurs de la start-up Alivo, en langue locale, FON, La Voix est libre. Ces 3 jeunes qui ont conçu et réalisé un kit de feu tricolore fonctionnant à l'énergie solaire. L'ouvrage, qui recourt à des technologies numériques, vise aussi bien à remédier aux problèmes de circulation routière dans la capitale commerciale qu'à ouvrir des perspectives pour la surveillance routière. Reportage avec l'agence de presse Juka Africa. Cotonou, la capitale du Bénin, est connue pour ses embouteillages et bouchons aux heures de pointe. Motocyclettes et automobiles roulent par milliers chaque jour à côté des piétons. Une cohabitation difficile que 3 jeunes universitaires ont pensé réguler par le feu tricolore. Sortis de l'université, ils ont monté la start-up Alivo, La Voix est libre, dans laquelle ils confectionnent des feux tricolores utilisant l'énergie solaire. Alivo est une technologie moderne et maîtrisée dans la sous-région ouest africaine. La technologie, elle est maîtrisée, elle est domestiquée localement. C'est déjà un avantage. De 2, nous avons voulu quand même apporter beaucoup de modernité en le rendant autonome énergétiquement et en prévoyant des systèmes de minuterie qui ont pour impact psychologique de temporiser l'usager et de ne pas l'amener à forcément brûler le rouge. Piloter aujourd'hui une motocyclette ou un automobile à Cotonou relève d'un véritable parcours de combattant. La quasi-totalité de feux tricolores ne fonctionne plus, ce qui occasionne la congestion totale des grandes artères.
Les forces de sécurité sont souvent sollicitées à plusieurs points pour réguler la circulation. Aujourd'hui, à Livoran, la circulation fluide et les usagers de la route sont fiers de leurs compatriotes. Des étudiants en fin d'études qui ont eu cette initiative que je juge heureuse. Et le fonctionnement de ce feu, je l'ai trop admiré. Et les Béninois en sont déjà habitués. Ça limite les accidents que nous rencontrons par-ci par. Autrefois, le pouvoir public finançait les jeunes entrepreneurs pour la réalisation de leurs projets. Aujourd'hui, faute de finances, l'État central met à leur disposition des intrants de concert avec l'administration décentralisée. En ce qui nous concerne en tant que la ville, quand le courrier nous a été adressé, on a essayé d'être à leur côté, de leur mettre des carrefours essais, histoire de pouvoir expérimenter. En tout cas, c'est une première de par tout ce qu'ils ont ajouté comme innovation, l'adressage, la reconnaissance des personnes physiques et des biens au niveau de ces carrefours par le système de GPS via les caméras, ce qui nous amène aujourd'hui qu'on peut circuler, avoir une politique de circulation sur tout Cotonou. Ces jeunes diplômés ont plus qu'innové. Ils ont monté des modules de feu tricolore fonctionnant avec des plaques solaires. L'autonomie énergétique est assurée 24 heures sur 24. Un ordinateur est embarqué aussi dans les dispositifs, le tout assorti d'une caméra. L'objectif est de contrôler le flux de la circulation avec un serveur dans la capitale du Bénin. Et en sport, nous y sommes plein feu sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Yacouba Ouedraogo, les Sénégalais sont en fête ce soir. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Le Sénégal est le premier pays qualifié donc pour les demi-finales de la CAN Égypte 2019. Face aux écureuils du Bénin, au stade du 30 juin du Caire, les Lions de la Teranga ont tout donné pour venir à bout des Béninois battus 1-0. Un but inscrit à la 70e minute par Idrissa Gana Gueye. Sadio Mané et ses coéquipiers ont souffert dans ce duel ouest-africain pour atteindre le dernier carré de la CAN. Après le 8e minimaliste remporté face à l'Ouganda 1-0, eh bien les Sénégalais ont répété la même partition face aux coriaces béninois, dominés et incapables de mettre du rythme. Grand favori, d'autant que l'Égypte, le Cameroun et le Maroc ont tous été sortis. Eh bien, le Sénégal continue d'avancer dans un tournoi qui s'est montré imprévisible. Pour une place en finale, il jouera dimanche Madagascar ou la Tunisie qui s'affrontent demain. On connaîtra le deuxième pays qualifié donc pour les quarts de finale tout à l'heure à l'issue du match Nigeria-Afrique du Sud. C'est la mi-temps et le score est de 1-0 pour les Nigérians. Un but inscrit à la 27e minute par Samuel Chukwueze. Je le disais, demain à 19h, temps universel, les Suprena Baria auront fort à faire face aux Aigles de Carthage à 16h, temps universel. Eh bien, moins que vu les années antérieures, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée au forceps face au Mali devra être beaucoup plus costaud face à l'équipe en forme de cette CAN. L'Algérie, suivez. Critiqué, empêtré dans le marasme de son équipe, le sélectionneur Alain Giresse a vu de très près l'élimination, mais il reste en course avec la Tunisie, favorite sur papier de son quart de finale contre Madagascar demain au Caire. Les Tunisiens auront peut-être l'occasion de signer leur première victoire dans cette CAN après 4 nuls enregistrés jusqu'ici. Mais attention, la réalité du terrain est différente et les Baria voudront surfer sur leur belle lancée. En fait, en étant outsider, on se dit qu'on n'a pas le choix. Si on n'est pas au maximum de notre potentiel et en espérant que l'autre ne le soit pas, on ne peut pas passer. Donc je pense que c'est une réelle force. C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussi. Ça, on en est conscient. Donc ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender. Bien avant ce match, à 16h, temps universel, la Côte d'Ivoire affrontera l'équipe en forme de cette CAN, l'Algérie. Maintenant, on ne va pas dire que l'Algérie nous fait peur. Non, comme je disais tout à l'heure, ça reste un match de foot. Chacun viendra avec ses forces, avec ses qualités. Et à la fin du match, comme disait Max, on fera le bilan. Et pour le gagner, les Ivoiriens peuvent compter sur un soutien de taille, celui de leur président qui croit en cette équipe. Nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Si cela arrivait, les Ivoiriens resteront la bête noire des Algériens en Coupe d'Afrique.
Sur cette confrontation, le bilan est favorable aux éléphants avec 3 victoires contre 2, la dernière 3-1 à cette même étape de la CAN 2015. On finit avec ces belles images. Des dizaines de milliers de personnes ont célébré aujourd'hui à New York, ici aux États-Unis, donc sous la pluie, l'équipe nationale féminine américaine de football, tout juste auréolée de son 4e titre mondial. Voilà donc, John. Merci. Félicitations. Et on se retrouve demain. Absolument. Voilà. Direction le Nigeria. La découverte de Olarinde Ayanfeoluwa. Il s'agit d'une jeune artiste autodidacte âgée de 22 ans qui réalise des portraits en griffonnant sur des toiles. Un style tout particulier qui rend exceptionnel les œuvres de la jeune virtueuse du crayon. Coup de pinceau de Irénée Herman Humbo. On dirait des rachures, mais ce sont des gribouillis déformés qui se transforment lentement et progressivement en portraits, en personnages de dessin animé et en héros. Ce talent que possède la jeune Nigériane s'est accentué en 2015 quand elle a découvert l'art du gribouillage en participant à une résidence d'artistes. J'étais vraiment frustrée parce que je ressentais une pression sur moi. Je me suis donc procuré un stylo. C'était la seule chose que je pouvais trouver autour de moi. Mais vu que j'étais habituée au crayon, j'ai été obligée de l'utiliser pour dessiner. J'ai commencé à griffonner pêle-mêle. Et dans ce désordre, je découvre un visage et je me dis « Oh, waouh !» Puis-je continuer sur cette lancée ? Depuis lors, j'ai commencé à miser sur l'art du gribouillage. J'essaie de le maîtriser et il apparaît pour moi comme un meilleur moyen de s'exprimer. En 2018, Ayanfeoluwa a obtenu un diplôme en microbiologie, mais elle a décidé de devenir artiste à plein temps. Elle a travaillé sur plus d'une centaine d'œuvres griffonnées au cours des 2 dernières années. Le travail de Ayanfeoluwa reflète les défis sociaux auxquels les Nigérians sont confrontés. En témoigne sa collection satirique « Hop n'est pas sur les coupures de courant régulières au Nigeria ». J'ai décidé d'évoquer des mensonges que le gouvernement a l'habitude de nous servir. Tous ces politiciens sont venus et nous ont dit qu'ils allaient nous fournir de l'électricité avec de l'énergie durable et tout cela. C'est donc une œuvre d'art qui montre un jeune normal. Crier « Up n'est pas ». Ayanfeoluwa travaille actuellement sur une série connue sous le nom de Funk Collection. Elle célèbre la musique populaire des années 60 et 70. La virtuose du crayon encadre également les artistes en œuvre à travers sa plateforme Charity with Art qui enseigne gratuitement l'art dans les communautés. Son objectif, faire appel aux talents et inciter davantage enfants et jeunes à découvrir ce moyen unique de s'exprimer. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.